François Ruffin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce pays que tu ne connais pas, c'est le titre de votre livre aux éditions Les Arènes. Ce pays que tu ne connais pas, vous adressez à qui? À Emmanuel Macron, c'est bien cela? C'est ça, oui. Bon, eh bien nous y reviendrons au cours de cette interview. Nous allons ouvrir votre livre. Mais je voudrais commencer avec l'actualité. L'Algérie, par exemple. Est-ce que vous faites la comparaison entre les manifestations du peuple algérien et les manifestations des Gilets jaunes? Non. 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 Non, je veux dire, d'abord, c'est aux Algériens de décider Oui. qui font de leur histoire. Il y a une démographie qui est l'Algérie, il y a une économie qui est algérienne, il y a une politique qui est algérienne, et je vois pas de parallèle immédiat entre la situation française et la situation algérienne. Je m'amuserai pas à ça, en tout cas. Oui, parce que en France, on n'est pas largement aussi courageux que le sont les Algériens. Je sais pas, je pas entendu ça. Non, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit. On ferait bien de s'en inspirer, d'ailleurs, a-t-il dit. Bon, on peut toujours s'inspirer de ce que font les gens ailleurs, des manifestations qu'ils font, mais enfin, la situation est quand même pas la même. Ils ont un président qui est là depuis 95, ce qui est pas notre cas. Ils ont un président qui est hyper âgé, ce qui est pas notre cas. Ils ont une démographie qui est pas la même que la nôtre. Donc, Ils ont un président qui a violé la Constitution parce qu'il a prolongé son mandat alors qu'il ne pouvait pas le prolonger. Enfin bon, etc., voilà, etc. Donc moi, je n'établis pas de parallèle. Et en plus, je pense que les mouvements sociaux, il est rare qu'ils traversent les frontières. Il y a des situations qui sont spécifiques, même de l'Espagne ou de la France. Ouais. C'est rare qu'un mouvement social traverse une frontière. Il faut l'espérer. Enfin, le peuple algérien demande le départ de Bouteflika. Vous avez demandé la démission d'Emmanuel Macron. Moi, je souhaite qu'on n'ait plus ce président, mais je souhaite qu'on n'ait plus deux présidents. À savoir qu'on n'ait plus un président soleil autour duquel toute la vie politique et démocratique tourne. Vous demandez la démission d'Emmanuel Macron, vous l'avez demandé, cette démission. Pour être précis, j'ai rapporté ce que toutes les personnes m'apportaient sur les ronds-points. Et le grand fédérateur. Bon, en tout cas, je pense qu'on a un président qui aujourd'hui fait beaucoup pour la finance et peu pour la France et les Français. Ça, donc, on va y venir parce que c'est le cœur de votre livre. Maintenant, si jamais il veut, à la place, changer de gouvernement et mettre en place un gouvernement progressiste, j'y suis pas hostile non plus. Il peut y avoir d'autres solutions institutionnelles qui soient trouvées à sa démission. Mais est-ce que vous demandez sa démission? Non, enfin aujourd'hui, je l'ai jamais demandé clairement. Alors on peut dire, on peut me reprocher une absence de clarté. En effet, je navigue un peu des fois. Vous naviguez? Ah bon? Oui, mais c'est pas comme si la situation était toute blanche, toute noire. Donc vous naviguez. Voilà. Bon, d'accord. Le siège de la France à l'ONU, vous avez vu cette petite polémique là? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la France doit non pas abandonner son siège, mais partager son siège au Conseil de sécurité de l'ONU? Alors vous savez, les questions internationales, c'est pas là où je suis un champion. Hein. Vous le savez bien, Monsieur Baudin. Maintenant, a priori, vous êtes député quand même. Ouais, mais a priori, j'ai tendance à dire que, moi, j'ai une fierté française, et donc. Si on a un siège à l'ONU, je serais plutôt favorable à ce qu'on le conserve. Parce que la politique étrangère... On ne partage pas avec l'Europe. Mais la politique étrangère française, c'est pas la politique étrangère allemande, c'est pas la politique étrangère italienne, c'est pas la politique étrangère espagnole. Et je serais même, moi, favorable à ce qu'on affirme davantage notre spécificité en matière de politique étrangère. J'en suis pas un champion, mais je pense qu'il y a des dossiers sur lesquels on aurait pu marquer davantage de distance, par exemple à l'égard des États-Unis, sur les écoutes téléphoniques, sur un certain nombre de choses comme ça qui se sont passées, et la sensibilité française en la matière, ou à l'égard de la Russie, et ainsi de suite, va pas être la même que la sensibilité allemande ou que la sensibilité italienne. Et donc, je pense pas que malheureusement la politique ne se fait pas à l'ONU aujourd'hui, mais je suis plutôt favorable à ce que la France conserve son siège. Alors un mot, ça concerne l'Europe, ça concerne la France, c'est la dissuasion nucléaire. Est-ce qu'il faut maintenir l'arme nucléaire? Est-ce que la France doit garder son arme nucléaire? Oui, on va pas. Oui. Non, mais je dis. Vous voyez, parce que certains prônent des armements. On va pas opérer un désarmement qui soit unilatéral. Ouais. On va pas se désarmer si les autres ne se désarment pas. On maintient notre force de dissuasion nucléaire. J'ai tendance à dire oui. Alors après, je suis pas un champion en la matière. Par contre, sur les armes, si vous voulez aller sur les armes, moi, ce qui me choque très profondément aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'égard de l'Arabie Saoudite. Où on voit l'Arabie Saoudite, quand c'est le nombre de décapitations qu'il y a à l'intérieur du pays, les coups de fouet et ainsi de suite, mais aussi la guerre qui a cours au Yémen,
menée par l'Arabie Saoudite, ce qui est la guerre la plus terrible en ce moment sur la planète. Et la France, non seulement elle apporte des armes à l'Arabie Saoudite, mais en plus quand l'Allemagne vient dire nous, il faut qu'on cesse de livrer l'Arabie Saoudite en armes vu ce qui se passe au Yémen, la France fait la leçon à l'Allemagne en disant non, nous devons continuer à livrer l'Arabie Saoudite en armes. Je pense que c'est une position qui est complètement immorale. J'ai pas grand-chose à dire sur la politique internationale, mais je peux vous dire que cette situation à l'égard de l'Arabie Saoudite, c'est quelque chose qui me choque. Bien, j'ai de l'ego, j'ai de l'orgueil, j'ai de l'ambition, c'est vrai? Oui, il n'y a pas de doute. Vous savez, Monsieur Bourdin, allez-y. Si vous n'aviez pas d'orgueil, si vous n'aviez pas d'ego, si vous n'aviez pas d'ambition, vous ne seriez pas là. Et c'est pareil pour moi. Je fais pas de film, je fais pas de livre, je suis pas député si jamais je suis pas porté par un ego et un orgueil. Maintenant, la question, c'est au service de quoi, au service de qui on met son orgueil. Mais évidemment que j'ai de l'orgueil. Comme Emmanuel Macron d'ailleurs, oui, qui a de l'ego, qui a de l'orgueil et qui a de l'ambition. Oui, maintenant, d'abord. De la même manière. D'ailleurs, quelque part, je dis pas que vous vous ressemblez du tout, mais finalement, votre livre, c'est Je m'installe face à Emmanuel Macron. Il y a Emmanuel Macron, il y a François Ruffin. Oui, mais attendez. La première chose, c'est, je vous disais, au service de qui? À travers le portrait d'Emmanuel Macron dans ce livre, et je vais y venir, vous peignez le vôtre. Oui, c'est sûr. C'est sûr que je trace, puisqu'on a, il y a une anecdote qui fait qu'on a le même point de départ, puisqu'on vient du même lycée, la Providence à Amiens. Est-ce si anecdotique? La même éducation, la même instruction. Je ne parle pas éducation, la même instruction. En tout cas, c'est un coup de bol que ça tombe comme ça. Sans doute. Bon, voilà. Maintenant, à partir de là, il y a eu deux choix de destin qui sont contrastés. Je dis, nous, on appartient à la classe intermédiaire, c'est celle qui a le choix avec qui elle se solidarise. Moi, je fais le choix, à partir de mes 20 ans, grosso modo, de plonger vers les gens. Ce sont les gens qui me sauvent, d'aller les rencontrer en permanence, d'être en effet dans une opposition au pouvoir, à l'argent. Voilà. Bon, et Emmanuel Macron fait à ce moment-là un choix qui inverse, qui est un choix qui est de séduction permanente des membres de l'oligarchie. Sa trajectoire, sa constante pendant 20 ans, c'est séduire un par un les membres de la caste. Et alors je montre dans son parcours, puisque finalement c'est une espèce de biographie non autorisée d'Emmanuel Macron, avec son absence de lien aux gens. Mais quand il est à Henri IV, quand il est ensuite à l'ENA, quand il est à la commission Attali, quand il est à Bercy... On n'a pas le droit de passer par Henri IV ou par l'ENA. Non. C'est honteux d'être énarque. Non, je pense que ça peut être très bien. La question qui se pose, c'est à quel moment vous avez eu un lien avec les gens? À quel moment? Mais il est au contact. Vous l'écrivez dans votre livre, justement. Vous dites, il est au contact. Monsieur Bourdin, 2 secondes. Oui. C'est à quel moment, dans ce parcours-là, mais je pense que le portrait que je peins d'Emmanuel Macron, c'est sans doute un portrait d'une classe, de manière plus générale. C'est pas le portrait spécifique d'Emmanuel Macron, c'est une psychosociologie de classe. C'est quand on a ce parcours-là, Henri IV, Sciences Po, l'ENA, la commission Attali, Bercy. Non, la commission Attali, elle est moins importante que l'ENA ou que Sciences Po ou que Henri IV, pardon. Non. La question, c'est quand on a ce parcours-là, à quel moment Emmanuel Macron rencontre des intérimaires, des auxiliaires de vie sociale, des assistantes maternelles, des gens surendettés? Jamais. Il faut dire les choses clairement, jamais. Jamais il n'établit une relation avec eux. Jamais il ne les rencontre semaine après semaine pour comprendre, avoir cette empathie, saisir comment vivent les gens dans ce pays. Et se dire qu'on a un président de la République qui devient président alors qu'il a baigné dans un espace protégé derrière les grilles des institutions pendant toute son existence, ça produit une psychologie particulière, qui est une psychologie de rupture. Il habite avec la caste, il vit avec la caste, il baigne dans la caste, il prend des décisions pour la caste, et de temps en temps, il est au contact des Français. Mais qu'est-ce que ça veut dire être au contact? Ça veut dire, le contact, normalement, c'est le début de la communication. On vient toucher et c'est ensuite qu'il s'établit une relation. Mais là, il est au contact et il repart. Je pose la question, moi. Toutes les semaines, j'apprends en lisant un livre, toutes les semaines, Emmanuel Macron va dîner chez Bernard Arnault,
qui est la première fortune de France, quand il était ministre de l'économie, ils vont pas pour jouer aux cartes. Hein. Ils discutent aussi la campagne électorale, ils décident des décisions à prendre pour la France. Bon, et là, il y a une relation qui est établie avec la première fortune française. Une relation constante avec des échanges sur les enfants de Bernard Arnault qui sont éduqués par Brigitte Macron, enfin, avec les habits qui sont échangés. Bon, voilà, il y a une relation. Quand est-ce que Emmanuel Macron a établi la même relation avec une caissière de Carrefour qui appartient à Bernard Arnault? Quand est-ce que, semaine après semaine, il a dîné avec elle pour comprendre comment on vit avec 900 euros? Qu'est-ce que ça veut dire, le temps partiel? Comment on fait pour éduquer ses enfants dans ces conditions-là? Jamais. Jamais il ne s'est posé ces questions en profondeur. François Ruffin, je vais continuer. Donc, ça produit quand même une vision de la France et des Français. J'ai compris. C'est pas la même vision, c'est pas le même parcours, c'est pas... Mais est-ce que vous pourriez être président de la République? Non. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, non. Vous voyez, aujourd'hui, non. Non, mais est-ce que vous pourriez l'être? Tout est possible. Maintenant, c'est pas... Je veux dire, moi, j'ai toujours eu une ambition buissonnière. Vous savez, on me demande quelle est mon ambition. Mais bon sang, vous voyez pas mon ambition? Vous voyez pas qu'aujourd'hui, je sors un film et un livre? Je pense que... Mais on l'a compris, votre ambition. En tant que voilà, j'ai une ambition qui est de représenter les gens tous les jours. Évidemment, c'est normal. Et puis c'est pas mal d'être ambitieux. Non, mais moi, mon ambition, c'est de représenter les gens tous les jours. D'accord. Porter la voix des gens. Est-ce que vous pourriez un jour être président de la République? Écoutez, aujourd'hui, la question ne se pose pas. Vous savez, il y a le mythe d'Icare, vous les connaissez. Celui qui a des ailes, mais qu'on fait voler trop près du soleil. Sa cire fond et il s'écroule d'un seul coup. En version latine, c'est du Capitole à la roche tarpéienne, il n'y a qu'un pas. En version picarde, c'est faut pas péter plus haut que son cul. Et donc voilà, aujourd'hui, moi j'ai pas envie d'être amené vers des courants ascensionnels. Vous n'avez pas envie, mais vous pourriez. Je pourrais, comme tout pourrait. Vous ne sentez pas encore suffisamment solide, mais non, vous pourriez. Mais il y a 60 millions de Français. Bon. J'espère produire, vous savez, moi, une contagion. J'espère produire une contagion, monsieur Bourdin. Ça veut dire que, après mon passage à l'Assemblée, j'espère que il y a des gens qui se diront, mais si Ruffin, il a été ça, moi aussi je peux être ça. Et qu'il y ait des députés qui arrivent et qui soient différents. Qu'il y ait des représentants dans les partis, dans les conseils départementaux, dans les régions, qui soient des gens qui soient différents, qui apparaissent comme étant normal sans avoir eu un parcours dans un appareil qui a duré pendant 10 ou 15 ans. Mais vous avez cette chance formidable, François Ruffin. Vous êtes député de la République. Et en même temps, vous êtes journaliste. Et en même temps, vous avez la chance d'avoir les capacités intellectuelles, mais vous avez travaillé pour ça, vous avez été formé pour ça, vous avez été instruit, vous pouvez tourner des films, vous pouvez écrire des livres. D'ailleurs, finalement, vous n'êtes pas très souvent à l'Assemblée nationale, non? Alors, regardez mes statistiques, monsieur Bourdin. D'accord. Parce que regardez mes statistiques. Parce que comment on fait à l'Assemblée? On arrive, on signe. Non, mais regardez mon nombre d'interventions, puisque j'ai été attaqué là-dessus. J'ai fait 476 interventions depuis le début de mon mandat. Ça veut dire que chacune de mes interventions revient à 54 €. Hein, vous voyez, j'ai fait parce que compte tenu du fait que je me paye pas normalement aussi, et j'ai regardé les députés de la République en marche qui me contestent, elles sont payées 2500 € par intervention ou 8500 €. Donc à ce tarif-là, je suis un député ultra compétitif. Jusqu'à quel point détestez-vous Emmanuel Macron? Parce que quand je lis votre livre, parfois, par exemple, vous écrivez « Votre tête ne me revient pas ». Oui. Vous écrivez « Sans cernes, sans rides, sans boutons ». Oui, mais enfin, vous n'avez pas reproché Emmanuel Macron de ne pas avoir de rides, ni de cernes. Alors, il en a parfois des cernes. Pourquoi je fais ça? D'abord, je pense que vous savez, mon corps transpire quelque chose, ma manière d'être, mes gestes, tout ça. On parle autrement qu'à travers nos paroles. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, ça vient s'opposer au portrait de Dorian Gray. Qui est à la fin. Vous connaissez ce roman d'Oscar Wilde où, à la place que ça soit l'aristocrate Dorian Gray qui vieillit et s'enlaidit, c'est son portrait qui le fait à la place. Et on a le sentiment que c'est la même chose avec Macron. Parce que je considère qu'il y a en effet aujourd'hui une laideur morale. Aujourd'hui, oui, il incarne la corruption. Vous l'écrivez. Il incarne la corruption. La corruption d'un système. Incarne la corruption. La corruption d'un système. On est dans un système qui est corrompu. Mais vous dites même il est fou. Oui, il est fou. Je dis sa classe est folle. Je dis sa classe est folle. Mais il est évident que quand il vient dire aux gens que ce sont des gens qui ne sont rien, qui vient en rajouter comme ça sur les Gaulois réfractaires, c'est une manière de mettre en tension la société. Mais aujourd'hui, vous savez, quand on a un rapport de l'ONU, quand on a le Conseil de l'Europe qui vient dire faites attention aux armes que vous utilisez, quand toutes les semaines on a des estropiés, des mutilés, des éborgnés, et qui est juste, il n'y a pas un mot de compassion. Il n'y a pas un mot de compassion d'Emmanuel Macron, du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre, à l'égard des victimes ou de leurs familles. Juste ça.
juste de la compassion. Moi, c'est ce que je pense, c'est aujourd'hui, il y a comme une abolition du sens moral. C'est une espèce d'ammoralité. Il n'y a plus d'empathie. C'est de l'empathie pour les gens. L'empathie pour les gens qui vont bosser, qui se lèvent tôt le matin et qui vont à la fin, les auxiliaires de vie sociale, qui vont être payés 700 € et dont on va leur dire sur les ronds-points que ça compte pas ce qu'elles sont. Et là, des gens qui se font estropier, bon sang, des passants. Mais on doit avoir un mot de compassion, on doit avoir de l'empathie. On doit se demander, comme président de la République, comment on fait pour que le week-end prochain, ça se produise pas de la même manière. Empathie pour les forces de l'ordre qui sont blessées lors des manifestations. D'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que les forces de l'ordre ont le droit de se défendre? Oui, elles ont le droit de se défendre, évidemment. Mais maintenant, vous savez, vous regardez, là, il y a un rapport qui est tombé, un rapport du Sénat et un rapport des élus des Républicains qui montre que la police tire du LBD, je crois, 20 fois ou 50 fois plus que la gendarmerie. Donc ça veut dire qu'il y a un usage de la force. C'est ce que d'ailleurs noté à la fois par l'ONU et par le Conseil de l'Europe, qui n'est pas proportionné et qui n'est pas strictement de défense en dernier ressort. Vous faites bande à part, vous le dites. Je suis ailleurs. Je suis ici, mais en même temps, je suis ailleurs. C'est vrai que vous faites un peu bande à part dans le monde politique. Mais j'espère. J'espère, oui. J'espère. Vous savez, moi, j'ai besoin de m'échapper. J'ai besoin d'aller respirer ce qui se passe. Si je peux pas rester dans l'hémicycle, je peux pas rester de réunion en réunion. J'ai ouvert une brèche dans mon agenda qui m'a permis de m'échapper pendant 6 jours cet hiver et aller respirer les ronds-points. Mais j'ai besoin d'aller. Si j'ai pas ça, je suis comme une plante qui n'a plus de sels minéraux. Moi, mes sels minéraux, ce sont les gens. C'est de rencontrer. Mais il n'y a pas. Il y a les gens et nous les respectons. Nous les premiers. D'ailleurs, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous écrivez dans votre livre sur les médias qui ne donnent pas la parole aux Français, parce que nous le faisons. Moi, je le fais depuis 30 ans. Donc, on n'a aucune leçon à recevoir, François Ruffin. Mais je voudrais vous dire une chose sur votre livre. Il y a, c'est vrai, quelque chose qui m'a frappé. Vous dites, et vous terminez votre livre, vous dites, quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron sourit. Vous vous adressez à Emmanuel Macron. Vous dites, quoi qu'il arrive, vous souriez toujours. Il sourit toujours, Emmanuel Macron? Bah oui, enfin, je veux dire... C'est une marque de fabrique, le sourire? En tout cas, dans ce temps qui est un temps de tension pour la France, où, je le dis, week-end après week-end, on a ces manifestations, on a des gens qui sont malheureux, où on a un décrochage aujourd'hui toujours des classes populaires avec Emmanuel Macron. On ne peut pas avoir un sourire comme s'il n'y avait rien qui se passait dans la société. Il y a quelque chose qui se passe dans la société et ça réclame de l'attention, de la gravité, de l'empathie et pas seulement du contact, aller au contact, mais une relation avec les gens. Une relation pour comprendre ce que ça signifie aujourd'hui quand on est un intérim, d'aller chercher du boulot dans une agence d'intérim et de se voir son CV reposer aussitôt sur la chaise. Il y a une violence dans le petit geste qui fait que on est accueilli, on sent qu'on ne vaut rien. Il faut comprendre ça. Il faut soit l'avoir vécu, et moi je ne l'ai pas vécu, et je le dis, je ne l'ai pas vécu. Soit l'avoir observé et avoir été en empathie avec la personne qui franchit cette agence d'intérim et qui se voit renvoyé à je ne vaux rien. Il faut l'avoir compris, il faut l'avoir saisi. Et je pense pas. Je regrette qu'il soit président de la République sans avoir saisi cette violence-là et tout ça. François Ruffin, ce que je regrette, moi, dans votre livre, c'est vous donner la parole. Et c'est émouvant à des Françaises et des Français. C'est émouvant, qui ont des difficultés. Et vous avez raison de dire, pas uniquement à la fin du mois, mais dès le début du mois. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Mais vous oubliez un peu les Français qui gagnent quoi, 1500, 2000, 2500 € par mois, qui ont aussi des difficultés. Je vais, en sachant que vous alliez venir, j'ai eu 2 messages d'auditeurs. Il est 6h25, je pars bosser, je suis infirmière, je gagne 1900 € net par mois. J'entends que M. Ruffin a fait un livre, un film depuis qu'il est député. Mais ce ne sont pas les députés qui avaient pleurniché sur leur charge de travail trop importante. M. Ruffin a le temps de faire un livre et un film. Et mon boulot, je n'en aurais pas le temps, moi. Oui. Alors, moi, je considère que ça fait partie de mon travail. D'abord, je tiens à dire que je ne touche aucun euro sur ce livre, aucun euro sur le film. Mais Amazon vend votre livre. Oui, d'accord. Bon, vous enrichissez Amazon. Bon, enfin, et d'autres libraires. J'espère que j'enrichis des libraires en France. Mais c'est pas, voilà. Oui, non, mais d'accord. Vous enrichissez. Là, je parle. J'enrichis BFM TV et RMC. Bon, voilà. Mais moi, je suis salarié de. Oui, mais moi, avec l'audience que je vous rapporte, et puis qu'importe. Oui, bon, je fais connaître votre livre. Oui, très bien, mais il n'y a pas de problème. Vous êtes content de venir. C'est pas le problème. Bon, mais là, pour répondre à cette auditrice, moi, je considère que je fais mon travail. Je fais mon travail quand je suis dans l'hémicycle et je dépose des amendements, mais j'en ai déposé des milliers d'amendements rejetés. Est-ce que mon seul rôle, comme député, c'est d'être enfermé dans l'hémicycle, ou bien je suis représentant de la nation ? Représentant de la nation, ça veut dire que moi, je m'applique à la représenter, cette nation, à représenter les gens qui sont trop souvent invisibles, qui ont été visibles, et c'était ma grande joie
cet hiver, mais qui sont trop souvent invisibles. Je m'applique à les représenter dans mes discours à l'Assemblée nationale, mais je m'applique à les représenter dans un livre ou dans un film. Je suis un animateur de la démocratie. Voilà mon travail, c'est d'animer la démocratie, c'est de la faire vivre. Et par exemple, il y a un portrait d'infirmière aussi à l'intérieur du livre, donc qui est sans doute payé à peu près autant que madame, mais je pense que je travaille beaucoup. Je suis pas là pour compter mes heures, mais je pense que je bosse parce que je suis animé par quelque chose qui est porté la voix de personnes que je sens trop souvent invisibles, muettes, qui n'ont pas la chance d'être à ma place pour porter ça, quoi. François Ruffin, Ce pays que tu ne connais pas, aux éditions Les Arènes. Merci d'être venu nous voir, d'avoir accepté. Je sais que vous faites très peu de radio et de télévision. Merci d'avoir été là ce matin. Il est 8h54 RMC, BFM TV. Merci, monsieur Bourdin.